Bonjour et bienvenue sur Tout droit, tout simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Aujourd'hui, dernier épisode de la mini-série Les pépites de l'innovation juridique et je reçois Anne-Laure Joalan, ancienne avocate responsable juridique, aujourd'hui indépendante et fondatrice du site Ménez dans le domaine de la protection sociale et des assurances. Anne-Laure travaille aujourd'hui avec des legal tech, elle s'est formée au legal design et elle nous emmène dans son univers fait de droit, mais pas seulement, vous verrez. Bonne écoute. Bonjour Anne-Laure, ravie de t'accueillir sur le podcast Droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci pour cette invitation. Est-ce que je peux te demander déjà comment tu te définis en 3 mots? En 3 mots, ça va être un peu difficile, allez, mais en 4 mots. allez, en 4 mots, parce que surtout qu'il y a un qualificatif qui est de 2 mots. Mais je dirais que je suis déterminée. En tout cas, c'est ce que me renvoient généralement aussi les personnes qui me côtoient. C'est-à-dire que j'ai appris des aléas de la vie qui m'ont fait aussi apprendre la persévérance sur le long terme. Et c'est vrai qu'en général, je ne lâche pas le morceau avant d'avoir compris quelque chose ou avant d'avoir élucidé une situation. Je dirais que je suis également authentique. On en parlera sans doute tout au long du podcast, mais je me suis toujours jurée de ne pas me mentir à moi-même et de prendre des décisions qui soient en accord avec celle que je suis et celle que je souhaite être. Donc, ce qui engendre parfois des décisions qui peuvent paraître un peu radicales aux yeux de certaines personnes, mais qui sont guidées par celle que je souhaite être. Et puis, je pense que je ne l'aurais peut-être pas dit avant, mais effectivement, je pense que je suis curieuse intellectuellement et j'ai une certaine dose de créativité qui se révèle aussi au cours de mes activités actuelles. Et tout ça, on va le découvrir pendant cette Exactement. grosse demi-heure ensemble, parce qu'effectivement, tous ces points, tu vas pouvoir nous les développer un petit peu plus, je crois. Exactement, voilà. Donc, j'ai Donc, utilisé 3-4 termes. Voilà, j'ai ouais, respecté la consigne. exactement. Donc, je crois que tu as été avocate puis directrice responsable juridique pendant une bonne dizaine d'années, et puis tu t'es arrivée dans le monde des legal tech. Tu peux nous expliquer un peu quel a été ton parcours? Oui, effectivement. Alors moi, j'ai eu un parcours de droit finalement assez classique. J'ai fait la fac de droit à Rennes, j'étais à l'école des avocats à Rennes également. Je suis partie pour mes premiers stages à Paris, puisqu'en protection sociale, les cabinets en protection sociale sont à Paris. J'ai été avocate, donc j'ai décroché une première collaboration dans un cabinet d'avocats. Et là, effectivement, je me suis rendu compte, moi, je m'étais aussi un peu battue pour être avocate. C'était aussi un défi, voilà, aussi pour prouver qu'on pouvait réussir. Je suis devenue avocate dans des grands cabinets, donc ce qui était très bien sur le papier, mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle était pour moi assez important. Et là, au cours de cette première collaboration, à titre personnel, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à être avocate et travailler jusqu'à des heures assez tardives. Donc, j'ai quitté les cabinets d'avocats parce que moi, ça ne correspondait pas, en tout cas sous ce format-là, ça ne correspondait pas à celle que je souhaitais être. Moi, je viens aussi d'un milieu modeste. J'avais accompagné ma grand-mère en fin de vie et qui m'avait dit surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Et quand j'étais dans ces grands cabinets, ça pouvait être très beau sur le papier, mais moi, ça ne me correspondait pas. Et là, je me suis dit qu'effectivement, j'étais en train de m'oublier. Ensuite, je me suis posé pas mal de questions. J'ai connu un peu une traversée du désert aussi. Et là, je suis devenue juriste dans une grande mutuelle. Et après, je suis devenue responsable juridique dans une structure qui était beaucoup plus petite, avec environ 80 salariés où là, j'ai effectivement beaucoup appris, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que, à la base, quand on est avocat, on est aussi profession libérale, et je me rendais bien compte que ce n'était pas vraiment mon élément, encore une fois, et donc j'ai fait un bilan de compétences. Et lors de ce bilan de compétences,
la personne, Patricia, qui m'a fait ce bilan de compétences, m'a dit, bah, Laure, vous êtes une indépendante qui occupait un poste de salarié. Donc là, vous vous adaptez aujourd'hui. Mais attention à ne pas vous suradapter, parce que là, vous allez vous abîmer. Et donc, j'ai fait ce bilan de compétences, il s'est terminé, j'ai entendu cette phrase et moi, j'ai coutume de dire qu'elle a un peu infusé dans mon esprit. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, je côtoyais aussi, et je côtoie toujours pas mal d'entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'état d'esprit était un peu différent. Quand vous êtes salarié, c'est normal, hein, on a un contrat de travail et donc on ne donne pas forcément le propre cap parce que c'est par définition, vous êtes salarié. Donc, même si vous avez des initiatives et des volontés, il faut qu'elles répondent à celles de l'entreprise. Et ça, c'est normal. Vous acceptez les règles du jeu normalement. Et moi, je me suis dit que je voulais créer aussi, créer mes propres règles. J'allais aussi devenir potentiellement directrice. On me chassait pour des postes de directrice. Et là, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Donc, encore une fois, j'ai fait un choix personnel. Il se trouve que ça, c'était en septembre-octobre 2021. Il se trouve que dans ma vie personnelle, encore une fois, c'est assez lié pour moi. J'ai été adoptée puisque j'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai été élevée en partie par une de mes tantes et qui, à ce moment-là, nous a adoptés. Et donc, quand vous êtes adopté, ça vous oblige aussi à vous retourner sur votre passé. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait peut-être que je prenne des décisions qui soient en accord avec moi-même, que c'est bon, j'avais prouvé à tout le monde que j'avais réussi sur le papier, mais que moi, je voulais autre chose. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où justement tu t'es dit « Non, mais là, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible, Et effectivement, c'est au cours d'une réunion que je me suis dit que c'était plus possible, que moi, ça ne correspondait pas à mes aspirations. Et donc, c'est là que j'ai créé, je me suis décidée quelques mois plus tard à créer Ménez. Et du coup, quelle est aujourd'hui ton activité principale? Alors, mon activité principale, moi j'ai coutume de l'englober sous un terme qui est l'innovation juridique. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une activité de legal tech. J'accompagne des legal tech, on y reviendra après. Et de l'autre côté, j'ai une activité de legal design. Donc, à la fois de la tech et à la fois du design. D'accord. Et toujours dans le domaine de droit des assurances et protection sociale? Exactement. En fait, je D'accord. me suis rendu compte que moi, j'aimais bien le droit des assurances et de la protection sociale. J'aimais toujours bien. Donc, j'ai quitté aussi mon entreprise et je remercierai jamais assez ma directrice qui m'a dit, là, maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. Et j'ai quitté avant d'en avoir marre et de rejeter tout en bloc. Donc, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime encore bien la protection sociale. Ce n'est pas un choix que j'ai fait par hasard. Et encore, je pense que j'ai d'autres choses à faire en protection sociale, que je peux aller encore plus loin, mais sous un autre angle. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'accompagner les Legal Tech sous la forme de chef de projet. Donc, je suis chef de projet pour des Legal Tech. C'est-à-dire que moi, je vais accompagner, lorsqu'ils ont des clients organismes assureurs, eh bien, je vais les accompagner sur tout ce qui est automatisation de contrats. Mais surtout, ma valeur ajoutée, et parce que je l'avais fait dans mon ancienne structure, c'est aussi l'accompagnement des équipes. Comme moi, j'avais automatisé toute ma documentation contractuelle, j'avais des algorithmes dans tous les sens. Je ne fonctionnais plus du tout avec Word dans mon ancienne structure. Je me suis dit, je vais me servir de mon expérience pour accompagner d'autres organismes assureurs. Et ce qui fait qu'on se parle un peu entre pairs. Et je leur dis, moi, je l'ai fait comme ça. Et donc, j'apporte vraiment mon expérience pratique. Donc, c'est de formation des organismes assureurs, des équipes juridiques au sein des organismes assureurs, de les accompagner dans la conduite du changement, de leur dire, moi, je l'ai fait, donc voilà comment vous pouvez le faire. Après, c'est adapté en fonction de leur structure, évidemment, mais en tout cas, d'avoir quelqu'un dans votre domaine qui l'a déjà fait, pour eux, ça les rassure aussi. Donc, ça, c'est mon côté tech. Et le côté legal design, là aussi, j'ai choisi de rester dans l'assurance et dans la protection sociale, parce que j'aime toujours bien ça. Et là, je me suis accompagnée de graphistes, de directeurs artistiques, du UX designer aussi, pour construire notamment des supports de formation pour les équipes de relations clients, les équipes de commerciaux. Pourquoi? Parce que, notamment dans les assurances, vous avez une obligation de formation de 15 heures par an en vertu de la directive de distribution d'assurance. Et notamment, les équipes de relations clients, il peut y avoir un important turnover. Et là, c'est important de les former rapidement et efficacement sur des sujets juridiques qui sont quand même un peu techniques. Et donc, quoi de mieux que le legal design pour les accompagner
Donc, c'est construire des supports de formation pour la relation client, les commerciaux, les équipes opérationnelles. C'est aussi former les équipes juridiques au legal design pour qu'elles puissent communiquer efficacement et clairement aux équipes opérationnelles qui sont non juristes. Et puis, ça va être aussi rédiger des livres blancs, rédiger des articles pour les revues destinées aux clients. Donc là aussi, d'accessibilité du droit des assurances ou du monde de la protection sociale aux clients qui n'ont pas forcément envie de lire de la protection sociale, on ne va pas se mentir. Ouais. Donc, leur donner envie de lire de la protection sociale. Et puis, ça va être tous les supports juridiques autour de la protection sociale qui soient rendus accessibles via le legal design. Ok, donc aujourd'hui, tu es indépendante, plutôt chef de projet pour des legal tech. Et puis, Oui. tu as un site, on va en parler. Est-ce que tu as pris des risques pour te lancer justement en tant qu'indépendante? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à gérer? Alors, pour moi, quand je regarde les choses en face, pour moi, je me suis toujours je me suis toujours jurée de ne pas me mentir à moi-même. Et j'ai regardé, moi, comme je le disais, je viens d'un milieu modeste, donc j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de me jeter d'une falaise au moment où je me lançais en indépendante. Et finalement, c'est aussi mon expérience en cabinet d'avocat. Moi, j'ai quitté les cabinets d'avocats sans rien et sans chômage. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, très bien, tu l'as fait, tu avais 25-26 ans à l'époque, mais aussi, si ça t'arrive demain, tu ne peux pas te permettre d'engager d'autres personnes dans cette chute, hein, on va dire, ou dans ce basculement. Donc, il faut que tu prévois un petit peu les choses. Donc là, j'ai aussi bâti une stratégie financière, on ne va pas se mentir, qui me permet aujourd'hui d'avoir une sécurité financière déjà, d'avoir d'autres sources de revenus. Et puis, moi, je suis partie en rupture conventionnelle. Et là, on ne le dit pas souvent, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais merci Pôle emploi parce que quand même, il y a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement qui vous permettent de toucher le chômage tout en étant en création d'entreprise. Et c'est quand même très sécurisant pour moi. Donc, ce qui fait que quand je regarde en face, les choses, effectivement, et notamment quand j'échange avec des gens, mais c'est aussi mon propre prisme, hein, ça peut refaire vibrer ces peurs-là. Mais quand on les regarde en face, moi, je n'ai pas pris de risque, je n'ai pas d'investissement financier, c'est de la prestation Ouais. de service. Je suis indemnisée par le Pôle emploi, j'ai mes autres sources de revenus. Donc, vraiment, je trouve que c'est aussi assez confortable. Il faut le reconnaître. Et j'invite tout le monde à avoir des stratégies aussi comme celle-ci parce que ça permet de se sécuriser et de ne pas faire des choix par la peur. Et ça, c'est très important pour moi. Surtout en début d'activité, on m'a proposé beaucoup de choses parce que j'avais un réseau. Donc, j'ai un peu enchaîné les déjeuners, etc., ou les cafés. On me proposait beaucoup de choses. Et ça, à un moment, je me suis aussi recentrée en me disant, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et ne fais pas des choix gouvernés par la peur et par la peur de manquer ou de ne rien avoir. Ce qui fait qu'en étant honnête avec soi-même, eh bien finalement, aujourd'hui, j'ai construit des partenariats avec des gens dont je partage les valeurs et qui ne sont pas guidés par la peur, mais vraiment par des gens où j'espère, et je pense sincèrement parce que j'ai commencé à travailler avec eux, qui vont pouvoir me faire avancer plus loin et qui ont surtout une hauteur de vue. Et ça, pour moi, c'est très important, surtout en début d'activité, d'être bien accompagné et de ne pas faire des choix guidés par la peur. Et donc, Donc, aucun risque. aucun risque. Donc, chef de projet pour des legal tech. Et puis, tu as aussi créé donc, ton site Ménez. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi ce nom, je vous invite à aller faire un tour sur le site, justement, parce que c'est bien expliqué. Mais pourquoi tu as créé ce site Ménez? Alors, effectivement, en soi, je suis indépendante, je suis freelance. Mais moi, déjà, j'ai fait pas mal de marketing, effectivement, dans mon ancienne structure. Et j'avais envie de monter une marque. J'avais envie de créer une marque et aussi quelque chose qui soit en dehors de moi. Je n'avais pas envie de le faire simplement sous mon nom parce que j'ai aussi d'autres activités que les activités de Legal Tech et le Legal Design. Et je ne voulais pas me définir uniquement via ces deux activités parce que je ne suis pas que ça. Je pense que, encore une fois, c'est un équilibre entre un choix personnel et un choix professionnel. Et je voulais cette activité professionnelle qu'elle soit autre chose que sous mon nom. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Ménez et que j'avais aussi la volonté de faire mes propres choix,
d'apporter mon expérience pratique et je voulais que ça se voit aussi sur le site internet parce que je ne suis pas une consultante qui vous dit de loin ce qu'elle a, qui vous conseille des choses. Moi, je l'ai vraiment fait. J'ai coutume de dire que j'ai un peu un bon sens populaire et que moi, je l'ai vraiment fait. Je me suis mis les mains dans le cambouis pour parler un peu trivialement. J'ai automatisé toute ma documentation contractuelle et moi, mes équipes opérationnelles, je les avais tous les jours au téléphone et je les remercie d'ailleurs. Et je les formais vraiment. Moi, je formais de la personne des services généraux à l'informaticien, aux équipes de relations clients et je les ai formés via le legal design pour rendre la protection sociale accessible. Donc vraiment, je voulais créer une marque et je voulais un site qui soit la vitrine de ce que j'étais. Là aussi, je voulais mettre ma personnalité sur mon site. Alors effectivement, les retours que j'ai, c'est quand on me voit en vrai et quand on voit mon site internet, effectivement, on voit la même personne. Et pour moi, c'était important de mettre ma touche personnelle, mais qu'en même temps, ce ne soit pas sous mon nom, mais sous un nom de marque. D'accord. Et du coup, là, tu es formatrice en legal design. Comment tu t'es formée justement au legal design? Alors, effectivement, le legal design, alors même si c'est une matière qui est pas vraiment nouvelle, mais c'est une matière qui est arrivée, une accessibilité du droit qui est arrivée quand même récemment en France. Moi, je me suis formée aussi au contact des équipes de marketing et de communication de mon ancienne structure. C'est-à-dire que je ne m'en rendais pas compte, mais effectivement, je l'ai mis dans mon mot de départ. C'est au moment où je pars que je me rends compte à quel point j'ai appris grâce à vous. Et aujourd'hui, j'irai même plus loin. C'est même plus j'avance dans mon activité et en créant Ménez que je me rends compte que j'ai énormément appris. Donc, j'ai appris grâce aux équipes de com et de marketing. J'ai lu, effectivement, j'ai assisté à une ou deux formations en legal design, j'ai lu des choses, mais c'est surtout en le pratiquant avec les équipes opérationnelles. Moi, j'ai travaillé avec des graphistes aussi pour des supports externes. On faisait des infographies pour nos clients externes, mais aussi en interne. Moi, j'ai fait toutes mes notes juridiques dans mon ancienne structure en legal design et je voulais créer moi-même. Donc, même pour des juristes, moi, je leur dis, OK, vous avez des graphistes à disposition, mais aussi entraînez votre créativité via aussi Canva ou d'autres outils, mais vraiment, apprenez aussi à entraîner votre créativité. Donc, moi, je trouve que plus on entraîne sa créativité, plus on se rend compte qu'on est créatif. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous dévoiler où toi tu puisses cette créativité? Oui, alors ça peut paraître un peu décalé, effectivement, mais moi, je ne vais pas puiser ma créativité dans le droit. Je pense que, comme tu l'as compris, Delphine, je n'ai pas que le droit et le monde juridique Voilà, dans ma vie c'est là où je voulais en professionnelle venir. et dans ma vie personnelle. Moi, je côtoie des gens créatifs enfin, je côtoie plein de gens qui ne sont pas du tout dans le juridique et justement, c'est ça qui me nourrit. Et moi, je me suis dit, quand j'ai créé Ménez, en fait, je trouve ça bête déjà de copier d'autres gens parce que ça ne nous ressemble pas. Et encore une fois, on n'est pas authentique. Si on copie le discours de quelqu'un d'autre, on va le copier, mais c'est un mauvais copier-coller. Hein. Voilà, c'est un copier-coller sans mise en forme, si je puis dire, pour reprendre une expression de Word. Et donc, moi, je me suis dit, je veux quelque chose qui me ressemble. Et il se trouve que je suis une très grande fan de déco, de design. Je peux vous dire la référence d'un carrelage ou m'émerveiller devant une vidéo de béton ciré. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, moi, je vais puiser ma créativité dans la décoration, dans le design, même sur ma plaquette, on voit par exemple des photos qui sont sous forme d'arches, parce qu'actuellement en décoration, il y a beaucoup de miroirs qui sont sous forme d'arches, beaucoup d'arcades, etc. Et tout ça, inconsciemment, ça imprègne aussi ma créativité. Et c'est aussi en protection sociale, les gens n'ont pas forcément envie de le lire. Moi, je trouve ça très intéressant, mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais c'est aussi de rendre des supports juridiques qui peuvent paraître sur des sujets un peu austères, en allant s'imprégner du design, de la créativité, de l'art, etc. Les gens, on va peut-être un peu les tromper, mais ne se rendront pas forcément compte, où ça En tout cas, passera ils sont mieux. En tout étonnés, cas, donc ça peut… voilà, ils sont Ouais. étonnés, ça va les interpeller et peut-être que ça va les amener à lire des supports en assurance ou en protection sociale et aussi ça donne des supports qui soient plus attractifs. Donc effectivement, Oui, plus qu'ils on n'auraient entraîne pas sa forcément créativité. regardé s'il n'y avait pas eu cette photo ou en fait, qui catch, enfin, qui attrape l'œil, quoi. Exactement. Donc moi, vraiment,
je veux vraiment, alors aussi pour des clients, c'est évidemment de s'adapter à leur charte graphique, à leur univers. Moi, je parle aussi beaucoup de perception de valeur. C'est bête, mais je vais reprendre un exemple avec l'ameublement. Quand vous passez dans un magasin d'ameublement haut de gamme, il y a peu d'articles, vous voyez une déco très épurée, ou quand vous allez vers un magasin d'ameublement qui est plutôt mass market, là, il y a beaucoup plus d'articles. C'est aussi la valeur perçue pour ses clients, c'est de s'adapter à la valeur perçue par les clients externes. Je ne suis peut-être pas très claire, mais par exemple, un cabinet d'avocats qui est sur des grands boulevards parisiens, eh bien, vous allez avoir aussi du legal design ou des infographies qui soient adaptées à sa cible et à sa perception de valeur. Oui, Et tout effectivement, on ne va pas ça, mettre du… Oui, oui, oui. voilà. Mais c'est important aussi de capter, d'avoir une sensibilité que vous avez via l'art et via le design, en côtoyant des créatifs, de capter la sensibilité que souhaite avoir le cabinet d'avocats. C'est bête, mais vous le voyez même dans le legal design. C'est une impression perçue, c'est aussi des émotions. Qu'est-ce que ressent le client? Vous entrez, vous voyez un restaurant, vous n'avez jamais mangé dedans, mais pourtant, vous savez que c'est un bon restaurant, alors que vous n'y avez jamais mangé. Pourquoi? Parce qu'il y a une devanture qui est belle, il y a un menu qui est Des exposé avec couleurs, une des dispo fine, lumières, des des… couleurs, Oui. voilà, c'est une perception. Et en legal design, c'est la même chose. C'est du marketing pour moi, du droit, et là, c'est très important. C'est la perception de valeur. Et cette perception de valeur, j'ai coutume de dire qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et c'est la même chose pour les organismes assureurs, c'est quelle est la perception de valeur, quelle est la cible. Il faut vraiment bien connaître sa cible entre une cible d'assureur dans le BTP ou une cible plus d'assureurs, je n'en citerai pas, mais plus en start-up. La communication ne va pas être la même, les infographies ou les supports en legal design ne vont pas être les mêmes. Encore une fois, c'est la valeur perçue. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière. Et tout ça, je trouve qu'on le retrouve pas forcément dans l'inspiration en droit, mais moi, je le retrouve ailleurs, en côtoyant Oui, c'est vrai que d'autres gens. quand on regarde ça, ça nous semble évident, mais en fait, c'est toute une approche qu'il faut réfléchir. Ça nous semble évident quand on le voit, mais en fait, pas du tout. Enfin, c'est… Non, Oui, c'est des biais inconscients, ça paraît évident quand on le dit, ouais. mais en fait, quand on est au Quand il faut travers d'un créer, prisme là, faut… juridique, Ouais. voilà. Là, faut bien se poser Euh, les bonnes questions. Ouais. Exactement. Mais en fait, pour moi, c'est du bon sens populaire. Mais ça va mieux en le disant. En fait, c'est de se poser des questions basiques. Quelle est ma cible? Quelles sont ses valeurs? Quelle est sa perception de valeur? Ce qu'on appelle en marketing le persona. Quel est le client qu'on ne veut pas attirer aussi? Il ne faut pas se mentir. Donc, comment je m'adresse à ma cible? Et moi, ma cible, comment elle réagit? Quelles sont ses émotions? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses activités? Qu'est-ce qui la touche ou qui ne la touche pas, justement? Et donc, tout ça, moi, je vais le chercher ailleurs que dans le juridique. Ouais, Et d'accord. voilà, je vous invite d'ailleurs à regarder mes comptes Instagram et Pinterest, justement. Moi, j'ai voulu vous emmener dans mon univers qui est très différent du juridique. Oui, oui, ben, c'est pour ça que je les avais vus aussi. On en avait parlé de tes comptes Pinterest et Instagram. Donc, effectivement, je vous invite à aller faire un tour. Je les mettrai dans la description du podcast. Alors, aujourd'hui, quel serait ton message à faire passer? Quel est le message que tu aimerais faire passer aujourd'hui, si tu en avais un? Alors, un message, pas en un mot, mais Non, non, pas en un mot. moi, j'ai coutume de dire que, et là, on le voit bien, parce que moi, j'ai une transition de carrière à la base. J'ai un parcours juridique assez classique et aujourd'hui, moi, je bosse avec des développeurs et avec des graphistes ou des UX designers. Et je n'imaginais pas, il y a 10 ans, quand j'ai commencé ou même quand j'étais sur les bancs de la fac, que ma vie professionnelle prendrait une telle trajectoire. Et moi, j'ai coutume de dire que lorsque l'on ne fiche pas les choses ne sont pas figées. Donc, pour moi, il faut toujours être en mouvement, être aussi curieux sur le monde, voir les tendances, après les partager ou non. Ça, c'est votre problème. Si ça ne vous touche pas, il ne faut pas aller vers quelque chose qui ne vous ressemble pas. Mais je dirais qu'il faut être curieux et au moins aller voir. Et après, c'est comme pour une expo d'art. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas si on n'est pas allé voir l'artiste. Et pour moi, c'est la même chose. Moi, j'aime bien dire que parfois, il faut aller jusqu'au bout des choses pour se rendre compte que ce n'est pas pour soi. Mais en tout cas, il faut être en mouvement et être curieux intellectuellement. Et quel conseil tu pourrais te donner
à ceux qui veulent ou qui hésitent à se lancer dans une aventure indépendante ou entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il y a quelques mois, j'aurais dit d'oser et de foncer. Maintenant, non, non, je vais nuancer mon propos, mais je vais pas être en incohérence avec ce que j'ai dit avant, mais je dirais que la voie de l'indépendance ou de l'entrepreneuriat, et encore, moi, j'en suis qu'au début. Hein. Donc, moi, je côtoie aussi des entrepreneurs qui ont beaucoup plus de parcours. Voilà. Mais ma vision que j'ai justement au regard de ces entrepreneurs qui entreprennent des choses bien plus importantes que moi, notamment des gens qui ont fondé des Legal Tech, hein, pour qui j'ai quand même une admiration parce que là, c'est vraiment un autre niveau. Je dirais Oui, qu'avant de parce se qu'en plus, là, il lancer, y a des investissements, il y a ah des oui, ah salariés. oui, Enfin, là, c'est ah oui. effectivement Et c'est autre chose. moi, j'ai pas honte de leur dire que vraiment, je suis en admiration devant eux parce que là, c'est autre chose. Moi, autant je prends aucun risque, autant eux, voilà, prennent beaucoup plus de risques et là, j'ai de l'admiration. Mais ce que je veux dire, c'est que avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou dans la voie de l'indépendance, il faut aussi travailler sur soi. Lorsque l'on est notamment salarié, si on a beaucoup de peur quand on est salarié, si on a peur de travailler son réseau, y compris en étant salarié, ben, je pense que peut-être qu'en amont, il faut travailler là-dessus. Parce que les peurs, lorsqu'on est en indépendante ou lorsque on est entrepreneur, elles vont venir vibrer, mais encore plus violemment. Donc, je n'ai pas dit de ne pas entreprendre, mais de travailler sur ces points avant, de faire un bilan de compétences, peut-être un coaching, de voir si c'est adapté ou non. C'est peut-être pas adapté pour la personne à l'instant T, mais si elle travaille sur elle, ça peut être adapté à l'instant T plus 1, Oui, c'est T pas plus figé, 2. effectivement, ce que tu Non, disais. C'est pas parce qu'à un les, moment donné, on n'est pas prêt que dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, on ne le sera pas, quoi. voilà, et Hmm. ça peut être aussi de faire des transitions douces, peut-être de passer au 4/5e, de passer à mi-temps, de lancer un projet le week-end, de lancer même voilà, un podcast. Voilà, on n'est pas obligé de faire des transitions radicales. On Hmm. peut faire des transitions douces pour voir si c'est fait pour nous ou non, et aussi d'avancer un peu en dehors de sa zone de confort. Et puis surtout, pour les gens qui se lancent, moi, je me dis que ce n'est pas un point de non-retour. Je ne me jette pas non plus d'une falaise. Et je me dis que pendant ce temps-là, j'aurais appris beaucoup de choses. Donc, les gens qui se lancent auront appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que s'ils raisonnent par la peur, ben, c'est dommage parce qu'ils ne profiteront pas du chemin. Donc, une fois qu'on ne raisonne plus par la peur, qu'on a travaillé sur soi, on a toute une vie pour ça, mais de se dire qu'on apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres. On apprend aussi sur les peurs des autres. On apprend à identifier les peurs des autres qui ne sont pas les nôtres, mais qui viennent en vibration avec celles qu'on essaye un peu de camoufler ou de travailler. Et puis, je dirais aussi aux gens d'écouter leur intuition parce que moi, quand j'ai été salariée, c'est vrai que si on peut l'écouter pour des changements de poste, on peut un peu l'écouter, mais quand on est en indépendante et encore a fortiori quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup écouter son intuition. Moi, comme je le disais, on m'a proposé beaucoup de choses et j'ai écouté mon intuition et j'ai évincé aussi certaines opportunités qui ne me convenaient pas. C'est pas Donc toujours vraiment, facile, hein. Donc c'est vrai que ça, non. faut savoir s'écouter. C'est pas toujours facile parce que parfois on fait des choix, on pense de bon sens, mais en fait qui sont finalement euh, reliés par, je sais pas, un besoin d'avoir une sécurité financière, d'avoir. Et donc c'est la peur qui nous, effectivement, Exactement. nous contraint. Et moi, je le dis ça là très, très froidement, mais on a tous des moments de peur. Faut pas se mentir. Même moi, Ouais, quand on ouais. me dit, mais alors, tu n'as jamais peur, parfois, il y a des moments, mes proches diront que c'est un peu panique à bord, mais eux seuls le savent. Donc, faut pas se cacher aussi. On a tous des peurs, on a tous des doutes. Mais encore une fois, quand on prend aussi une décision par la peur, on se rend compte, peut-être en allant au bout des choses, que c'est pas la bonne décision. Mais encore une fois, les choses ne sont pas figées. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, ben là, j'ai pas pris la bonne décision parce que j'ai pris une décision par la peur. C'est pas de s'entêter, c'est aussi de faire un feedback et de se dire, la prochaine fois, je ne prendrai pas une décision par la peur parce que je me suis rendu compte que dans ces cas-là, je faisais les mauvais arbitrages. Et aussi, on réajuste. Quand on est en indépendante ou entrepreneur ou entrepreneuse, on réajuste en permanence et on apprend. Donc, quand on se lance, on apprend aussi beaucoup sur soi, mais peut-être d'oser, mais bien travailler sur soi avant parce qu'en indépendante, c'est puissance 10 000 à faire Ouais. vibrer nos peurs. Ouais, faut oser, mais il faut quand même anticiper un peu et pas se lancer comme ça, Oui, tête parce baissée, que quoi.
Voilà, dans les premiers mois, moi, j'ai choisi aussi, enfin, je disais, je me suis lancée en mars, j'ai créé ma structure, mais je ne voulais pas me lancer avant septembre. Pourquoi? Parce que je voulais choisir des partenariats de qualité et je voyais bien que j'avais des gens qui ne comprenaient pas forcément, mais je voulais définir ma stratégie, la perception de valeur. Quand on voyait un de mes visuels, qu'est-ce qu'on en pensait? Et une fois qu'on a lancé son visuel, on ne peut pas changer tous les 4 matins. Ça prend du temps. S'entourer de graphistes de qualité, de designers, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Et effectivement, dans les premiers temps, vous n'avez pas de retour de vos clients puisque vous n'avez pas de clients. Et donc, si on est drivé par la peur en se disant « mince, j'ai pas de clients », on n'apprécie pas aussi. Et moi, pendant ces mois, j'ai appris le pouvoir de la non-action. C'est pas de l'inaction, c'est pas que je ne faisais rien, c'est que je préparais le terrain pour après, pour agir plus rapidement. Donc parfois, il faut plutôt refuser des clients parce qu'on ne les sent pas dans un premier temps, ou des partenariats ou des choses, pour agir plus rapidement une fois qu'on a posé les jalons. Et ça, c'est pas facile parce que moi, personnellement, je ne l'avais pas. Mais c'est un très bon conseil, à mon avis. C'est vraiment... après, c'est très difficile à faire quand effectivement on craint de ne pas finir le fin de mois ou j'en sais rien. Donc, exactement. Mais voilà, quand on part en rupture conventionnelle, on est aussi indemnisé, donc il ne faut pas se mentir et ne pas avoir la peur du vide. Mais comme dans toute décision dans sa vie, il ne faut pas avoir peur du vide et de se dire, voilà, moi c'était Patricia qui m'a fait le bilan de compétences, qui me disait une phrase, qui me disait « Alors, le temps est votre meilleur allié ». Et c'est vrai, en fait. Avec le temps, si on se dit « J'ai le temps », je pose des jalons, là j'évince parce que je n'ai pas peur du vide, mais parce que mon intuition me dit que ce n'est pas la bonne décision. Alors parfois, notre intuition peut nous jouer des tours parce qu'on ne l'écoute pas assez dans nos sociétés occidentales. Mais là, on apprend aussi à écouter. Moi, j'ai appris à écouter mon intuition et j'ai appris le temps long, me dire que j'avais tout le temps finalement. Voilà, j'ai peut-être fait des erreurs et j'en ferai sans doute. Mais en tout cas, je profite de ce chemin et je profite de ces moments aussi où la temporalité est différente. Parce que aussi le rythme avec vos entreprises partenaires, parfois, ils ne reviennent pas vers vous à des moments où vous y attendiez. Mais ce n'est pas grave parce qu'eux aussi ont un rythme des affaires. Ils ne vous attendaient pas au moment où vous avez créé votre entreprise. Vous ne créez pas votre entreprise le 1er mars pour avoir des clients le 2 mars. Parce que non, les gens, il faut le temps qu'ils vous connaissent. Il faut le temps qu'ils voient ce que vous valez aussi, qu'ils vérifient certaines choses. Quand ils vous mettent en devant des clients, c'est aussi leur image. Donc, il faut le temps. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas rien, mais on réfléchit à des choses. On réfléchit à sa stratégie, à son client idéal qu'on souhaite, au client qu'on ne souhaite pas, à plein de choses, à la marque à sa marque, à son site internet, à toute sa stratégie marketing qu'on ne nous apprend pas forcément dans des études juridiques. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Comment te contacter? J'imagine que ton site internet est un bon moyen, mais LinkedIn aussi peut-être? Exactement. Alors, sur mon site internet, vous avez effectivement le formulaire de contact, vous avez mon adresse mail et vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je suis assez active effectivement sur les réseaux. D'ailleurs, Delphine, on s'est rencontrés sur les réseaux. Donc, pour moi, LinkedIn, je trouve ça formidable parce que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a jamais rencontrés et notamment l'occasion de ce podcast. Et je suis assez active et réactive et donc j'échangerai volontiers avec des gens qui souhaitent se lancer. J'ai d'ailleurs pas mal de personnes qui m'ont contactée depuis que j'ai lancé Ménez et je trouve ça toujours très, très intéressant. Après, moi, je ne prétends pas diffuser la vraie parole. Moi, j'ai coutume de dire... Oui, c'est ton expérience, bien sûr. Moi, c'est pareil. Au travers de mon prisme, au travers de mes peurs, au travers de mon passé, de mes expériences. Mais c'est ça qui fait la richesse de l'échange, je pense. C'est vraiment ça. Oui. Moi, je ne suis pas du tout un gourou. Donc, effectivement, je me ferai un plaisir, mais je les orienterai aussi vers d'autres personnes. Et ils prendront un peu de tous ces échanges pour formuler leur propre projet qui sera à leur image. Est-ce que je peux te laisser peut-être le mot de la fin, Anne-Laure? Moi, je dirais qu'il faut oser, effectivement, et ne pas se mettre de barrières. Effectivement, et aussi, travailler sur soi. Moi, je me suis rendu compte au cours de cette expérience que mon passé aussi avait été ma plus grande richesse, finalement, puisque moi, j'ai appris... comme je l'ai dit, moi j'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai appris du coup la détermination aussi sur le long terme.
parce qu'il a fallu me convaincre que plus tard, ça ira mieux. Et effectivement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'ai appris aussi toutes ces expériences, mais d'oser et de ne pas avoir peur de se retourner sur son passé pour en faire sa plus grande force. C'était un très beau mot de la fin, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Anne-Laure. Tu reviens quand tu veux sur le podcast Tout droit tout simple. J'espère que ça t'a plu. Avec plaisir. Oui, c'était un très bel échange. Un grand merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Delphine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous. N'oubliez pas que les créateurs de podcasts vous offrent bien entendu du contenu et aussi de leur temps. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en retour un message positif, un commentaire, des étoiles, des pouces levés, des partages et puis surtout, ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous.